L'organisation membre du SENPAF qui nous accueille aujourd'hui pour notre activité. Et on en profite aussi pour passer un petit mot d'excuse pour le petit retard que nous avons connu. On sait tous qu'aujourd'hui c'est samedi, hein, sortir le matin, les acrobaties, tout ça, ça peut aussi prendre du temps. Nous voulons juste vous informer de notre exercice d'aujourd'hui. On parle plus en termes d'exercice qu'en termes de réunion. Nous avons un document, un outil que nous avons sur la table qui se nomme Je mange africain, qui dit terre à terre, papier, terre à terre. Alors, ce guide que nous allons scruter aujourd'hui, nous aurons des précisions et des détails avec les explications du secrétaire technique du SENPAF. Raison pour laquelle nous demandons à tous d'être très, très attentifs parce que c'est important. Nous sommes ici comme des formateurs qui auront l'obligation de relayer l'information que nous aurons aujourd'hui au niveau de nos bases. Parce que ce qui est dit dans ce document est destiné à être vulgarisé. J'espère qu'on est ensemble. Oui. Est destiné à être vulgarisé. Et dans ce sens-là, le SENPAF avait jugé bon d'être avec nous, nous qui sommes des représentants de la base, quand nous aurons les informations qui sont coulées dans ces documents, nous allons les comprendre et les analyser ensemble et nous aurons la facilité de les vulgariser au niveau de nos bases. C'est un peu ça, de manière succincte, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Et je vous remercie, vous tous, d'avoir répondu à notre invitation et je remercie et félicite Dimitri Mangaya pour les mots introductifs. La question principale, c'est pourquoi vous êtes là, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous voulons. Depuis l'année passée, nous avons commencé la campagne Je mange africain pour faire la promotion des aliments traditionnels et locaux, faire la promotion des aliments sains, équilibrés, une alimentation saine, équilibrée et culturellement acceptée. Dans l'optique d'une alimentation saine, ce qui est sous-entendu, c'est une alimentation qui est issue d'une production saine, qui respecte l'environnement. Et cette production saine, il y a plusieurs façons d'arriver à une production saine, mais la meilleure, c'est celle qui respecte l'environnement. Et parmi les approches, il y a ce qu'on appelle l'agroécologie. Tout le monde parle de l'agroécologie. SENPAF et son partenaire AFSA insistent sur l'agroécologie. Et parmi vous, évidemment, il y a des structures qui sont vraiment portées par l'agroécologie, qui améliorent les techniques pour produire sainement, qui sont dans la production des biopesticides, qui sont, peut-être Justin Kakoulé reviendra sur ce qu'ils font au niveau de la Caritas. C'est varié, il y a beaucoup de concepts qui rentrent dedans. Même le gouvernement, lorsque vous allez voir le ministère de l'Agriculture, certains ingénieurs vous disent, mais l'agroécologie, c'est quoi même? Nous entendons par rapport à l'alimentation, on a parlé de ça l'autre fois, des concepts nouveaux qui surgissent. On parle par exemple de la fortification, biofortification. Ah, mais c'est quelle histoire ça? Donc, par rapport à l'alimentation, il y a tellement de concepts, et si nous et vous, nous voulons militer pour un système alimentaire durable, une alimentation saine, nous devons avoir le même entendement sur les concepts. Si nous, les accompagnateurs, nous avons le même entendement sur les concepts, nous pouvons, chacun là où il est, porter le message et on verra que le message sera appréhendé, la population va s'approprier de ce message et l'agroécologie sera une pratique acceptée et une pratique qu'on va pousser même le gouvernement à pouvoir adopter des lois en sa faveur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas agir ensemble
puisqu'on n'a pas la même compréhension des mots et des pratiques. C'est pourquoi, au niveau d'AFSA, on a produit ce guide qu'on appelle le guide Terre à Terre, série sur l'agroécologie. Nous voulons, dans un langage simple, parler d'agroécologie. Et lorsqu'on parle d'agroécologie, quelles sont les différentes thématiques qui doivent être exploitées? Ce n'est pas seulement on a bien, mais ça peut être aussi autre chose. La façon de protéger les aliments, la façon de cuire les aliments. C'est comme ça qu'on a produit ces documents avec plusieurs sujets et on voudrait que ces documents servent auprès des structures qui accompagnent les organisations paysannes pour leur campagne de sensibilisation et de compréhension. Donc, c'est un guide pédagogique. Et aujourd'hui, nous allons savoir comment l'utiliser. Si vous êtes avec nous dans cette campagne, vous devez être en mesure de nous dire, oui, je prends ce guide, ajoutez-moi un deuxième guide, comme j'ai 3, 4, 5 formateurs. Dans notre organisation, nous allons nous servir de ce guide pour pouvoir sensibiliser, former la population sur une alimentation saine, équilibrée et culturellement acceptée. Parce que dans ces documents, dans ces livrets, on insiste également sur les aliments traditionnels et locaux. Voilà donc l'essence de cette journée, cette demi-journée, c'est vous montrer comment on utilise ces documents, ces livres de sensibilisation. Voilà, ça c'est la première chose. Comment on l'utilise? La première option, c'est de lire, par exemple, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, lire, prendre un chapitre, lire et réfléchir autour de ça. Ça, c'est une façon de faire, c'est celle que nous ferons aujourd'hui. La deuxième façon d'utiliser ces livres, c'est prendre les histoires qui sont là. Papi n'est pas là, mais Abdoul est là. Faire, par exemple, des scénettes. Vous êtes formateur, vous savez que nous avons plusieurs techniques d'animation. Sketch, scénette, ou bien, comment on appelle ça, théâtre. Hein? Pendant 5 minutes, ils prennent seulement la thématique qui est abordée ici, ils font un théâtre, un petit sketch, et puis les gens interprètent, ah, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous avez senti, est-ce que ce qu'on dit là reflète notre réalité et qu'est-ce que nous pouvons faire. Qui contient des thématiques, comme je l'ai dit, en lien avec les aliments traditionnels, l'agroécologie, les aliments sains, équilibrés et, comme on le dit, culturellement acceptés. Pour transmettre le message, pour transmettre la théorie qui est dedans, la première chose, il y a des histoires. On raconte une histoire, on permet aux gens de réfléchir sur cette histoire-là et de tirer les conclusions. Nous avions par exemple pensé ça avec Papi, des sketchs radiophoniques pour que ça passe à la radio, donc comme, comment on appelle ça, Lectio Divina. Quand vous suivez Radio Catholique, Radio Maria, la façon on lit l'évangile, les gens interprètent. Donc, on fait les sketchs, on fait ça aussi, vous lisez les textes, les gens interprètent, on met ça dans format sonore, ça passe dans des radios communautaires, comme ça les gens sont informés. Donc, c'est ça le sens qu'il y a dans cet ouvrage. Et quels sont les chapitres qui sont abordés? Le premier chapitre, vous ouvrez, c'est « Savourons nos racines ». Célébration de l'aliment traditionnel de l'Afrique. Ce chapitre nous permet de nous souvenir qu'est-ce que nos parents mangeaient, comment c'était bon, et au même moment, on présente la théorie, les différentes théories sur l'alimentation aujourd'hui. Est-ce que c'est
mauvais. Par exemple, on parle de ça. Et on nous rappelle les 10 composantes de l'agroécologie. Deuxième chapitre. Qu'est-ce qu'est l'erreur chimique et quelle est la solution? C'est au chapitre 23. Page 23. Tout ce que nous mangeons, nous savons combien il y a de produits chimiques dedans. Et l'histoire, c'est produisons-nous de la nourriture ou du poison? La fortification. Ça signifie quoi? Et la question qu'on se pose, la fortification et la biofortification, solution miracle ou pansement? Quand vous allez aborder, par exemple, cette thématique, n'oubliez pas de prendre les glossaires des aliments traditionnels et locaux, les recettes, parce que là, prof nous a montré que tous les aliments, tous les nutriments qu'on cherche pour fortifier certaines spéculations, nous les avons en nature. Le zinc, vitamine A, on peut prendre tel aliment, ça va servir. Donc, les publications que nous avons faites dans le cadre de notre campagne peuvent être des compléments, des annexes pour utiliser cet ouvrage, la fortification et la biofortification. Voilà. Donc là, on explique c'est quoi la fortification, c'est quoi la biofortification, et à côté, vous avez une histoire où, dans une communauté, un programme arrive pour dire aux mamans que nous allons introduire une spéculation, une variété biofortifiée. Et les débats qui s'en est suivi jusqu'à la conclusion. Alors, les gens à réfléchir, pas seulement comme c'était dans la salle, avec une histoire, les gens se mettent à réfléchir. T'as raison. Il y a des questions à débattre à la fin. Exploiter les dons de la nature pour produire des aliments sains et sûrs. Donc, vous comprenez que chaque chapitre a plusieurs pages, plusieurs histoires pour nous permettre de décortiquer les réalités de chaque point soulevé. Exploitons les dons de la nature pour produire des aliments sains et sûrs. Qu'est-ce que nous produisons? Il y a encore une histoire, la forêt, les microbes ou porteurs de vie, qu'est-ce qu'est microbiome? Donc, tout ce qui est théorie liée à la production, on essaye, n'est-ce pas, d'aborder ça. Maman Rosalie vient de Douala, ils ont parlé des semences traditionnelles. Voilà. À la page 48, je pense, 53, rendre les semences traditionnelles disponibles pour la plantation à tous les paysans. Comment les paysans s'y sont pris? Il y a une histoire qu'on raconte et puis on débat. Malade de sida. Cette histoire nous rappelle que nous devons en premier lieu faire toujours recours à la tradition, voire par rapport à tel, parce que nous parlons de la nutrition, hein, oui. Par rapport à cette malnutrition, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller directement chercher le phosphate, chercher d'autres trucs, ou bien nous allons recourir à l'alimentation traditionnelle? Ça, c'est la première des choses par rapport à cette histoire qui nous renseigne. Très bien. Une autre idée? Oui, Kakou, oui. Merci beaucoup. En fait, c'est tellement intéressant l'histoire parce que ça répond même à la question que vous aviez posée. Oui. L'agroécologie, c'est quoi? Oui. Très souvent, on définit maintenant l'agroécologie comme les retours à notre décision. Revenir aux anciennes pratiques pour protéger l'environnement, pour protéger la santé en soi. Et c'est même le cas qui est observé presque particulièrement aujourd'hui, c'est les vents. Pendant que nous sommes en train de chercher à emprunter le modèle européen, les Européens, ils ont compris que non, désormais, il faut retourner dans les habitudes africaines. Je viens de parler de la production des insectes en Europe, la Corée du Sud qui est le plus grand producteur des insectes. Mais nous, au lieu d'aller vers ces mêmes pratiques, de maintenir ces pratiques, ces habitudes,
nous voulons toujours revenir Ok, Maman Rosalie, c'était ponctuel pendant les COVID, mais là on nous dit, bon, quand on regarde l'histoire, qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Oui, et ici, moi je dirais, l'amélioration va de soi. Dans quel sens? Je vois seulement les Indiens, les Chinois, les Coréens. En mettant en pratique ou à l'utilisation même des produits sains, locaux, ils ont une durée de vie un peu, ils vont jusqu'au-delà. Mais tandis que nous autres, comme nous avions limité, nous-mêmes, nous avions limité notre propre durée de vie en trichant tout ce que les Européens nous ont amené. Ok. Une autre idée? Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en RDC? Alors, c'est ça la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces réflexes-là de manger local arrivent? Et qu'est-ce qui peut empêcher cela? Parce que l'idée que nous avons, c'est, comme on a dit, sensibiliser et mener à l'action. Lorsqu'on a réfléchi sur cette situation, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce qui peut bloquer? Moi, je pense d'abord, premièrement, comme en se référant à cette histoire et avec l'expérience de Covid-19 qui n'est pas vraiment totalement terminée, hein, parce qui reprend déjà. Voilà, ce qu'il faut faire dans un premier temps, il faut arriver à faire ce qu'on appelle la sensibilisation conscientisante de la population par rapport aux aliments locaux et traditionnels. Au bienfait des aliments traditionnels et locaux. Et maintenant, ça dépend, comme vous aviez dit en introduction, faire des scénettes ou des sketchs à diffuser pas seulement dans des radios communautaires, même dans des radios ou télévisions de grandes audiences. Parce que c'est la ville qui influence aujourd'hui la province, nos milieux ruraux. Parce que nous étions en Gandajika dernièrement, nous avons vu les gens préférer plus aller chercher des Thompson et les cuisses. Or, sur place, il y avait tout ce qui était locaux qu'on pouvait manger. Et nous-mêmes, nous avions recouru donc, c'est-à-dire que c'est très important, pas seulement dans des radios communautaires, mais dans des radios et télévisions de grandes audiences pour parler des bienfaits de la consommation. Freddy, il y a, bon, peut-être pour les gens qui sont déjà en âge, changer les habitudes, c'est vraiment difficile. Mais il y a une chose que moi j'ai jusqu'à nos jours, pendant que les issus de la mauvaise alimentation, malheureusement, on continue toujours à doter ou à donner aux enfants ce qu'eux-mêmes accusent d'être de mauvaise qualité. À la maison, on accuse aujourd'hui les jus Fiesta qu'on venait d'évoquer ici. Mais tous les jours, au moins, les parents se précipitent pour acheter à un enfant les jus Fiesta pour aller à l'école. Oui. On accuse les produits importés de l'extérieur d'être dangereux. Mais qui est ces parents-là a pris l'initiative d'aller chercher ne serait-ce que les maïbos et faire en sorte que ces enfants ou les enfants puissent prendre davantage l'habitude d'en consommer. Je pense que déjà, les habitudes doivent changer au niveau d'abord de nos familles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les programmes de scolarisation, de sensibilisation puissent davantage toucher ces aspects. Nous, au Centre agroécologique, nous avons initié un programme de sensibiliser les enfants. Et depuis les mois passés, et bon, avant qu'ils aillent en congé, on avait reçu près de 500 enfants et ils ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques. Au moins, chaque enfant, et depuis un certain moment, les parents nous font savoir que non, chaque enfant maintenant devient de plus un peu regardant sur certains aspects. Il y a certains même qui reviennent au centre pour essayer un peu de voir ce qu'on a fait avec eux. Et nous, on pense que toucher les enfants peut permettre de participer à la création d'une génération qui va progressivement abandonner les mauvaises pratiques. Ça, très bien. Bon, voilà. Alors, il y a oui, maman. Par rapport à ce qu'il veut dire, nous venons il y a maintenant 2 ou 3 ans, quand vous allez à l'école ici, Bokéléalé, hein, chez Monseigneur Bokéléalé, là, on était une fois, on a fêté la fête de fin d'année avec les producteurs.
Et la sensibilisation que nous avions faite, c'était juste au début. Aujourd'hui, dans cette école-là, les enfants ne prennent jamais tous ces jus ici, produits à la cité. On vous dira, non, amenez-nous les jus locaux. À la place même des jus locaux, on fait même la salade de fruits. Oui. Et c'est ça qu'on donne maintenant aux enfants pour pallier à tout ça. Très bien. Est-ce qu'on peut... j'ai fait comme si nous sommes un groupe homogène, c'est comme ça sera. Par rapport à ce que vous avez dit, sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves, avoir un programme de scolarisation, sensibiliser parce que on sensibilise les enfants, mais il y a aussi des centres, des écoles qui ont des cantines scolaires. Moi, j'ai fait un programme avec UNAF il y a plusieurs années sur le cantine scolaire ou bien quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un plan d'action? Un plan d'action a établi pour que les choses changent. Si nous voulons sensibiliser, quels sont les messages que nous allons apporter? Le CNPAF a déjà produit un livret sur les recettes. Est-ce que c'est suffisant? Il va aussi éveiller l'attention de notre population si nous nous y mettons. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de l'hémiplégie qui bat les records presque sur toute l'étendue de la RDC suite à l'alimentation. Et comme nous avons pris cette conscience pour que nous puissions rentrer dans nos systèmes de régime alimentaire anciens et pallier aussi à cette situation, je crois que la journée d'aujourd'hui a été une bonne journée pour nous. Et c'est ce que nous aurons à faire au niveau de la base. Merci. Oui, bon, pour moi aussi, la journée a été vraiment très pédagogique parce que ça nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et de s'ouvrir par rapport à notre façon de travailler. Au lieu de se limiter seulement sur ce que nous faisons, mais nous pouvons voir aussi un peu plus loin, parce qu'en dehors de la production, on peut aussi faire en sorte que les gens consomment des aliments sains. Et partant de tous nos échanges, nous avons quand même tombé sur de bonnes résolutions, c'est-à-dire mettre en place un réseau où on va maintenant commencer à travailler ensemble autour des pratiques agroécologiques. J'estime que nous avons fait aussi un bond en avant par rapport à la situation du départ. Bouge, en tout cas, il s'engage en tout cas à mettre à la disposition des consommateurs des produits qui soient sains. Mais ce qu'il faut continuer à rencontrer, c'est que les consommateurs eux-mêmes ne sont pas du tout intéressés, ils ne savent pas comment établir la différence. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut davantage se rapprocher des organisations des consommateurs. Malheureusement, officiellement, ça existe. Ça existe. Nous les avions invités plus d'une fois, mais malheureusement, on ne les voit pas. Mais sinon, ce sont des sujets, des thématiques qui doivent être abordés au sein de la communauté des consommateurs. Parce que ceux-là peuvent encourager la production et la du local. Et je ne tombais pas malade. Quand je suis rentré, et j'avais fait que 2 mois, j'ai commencé à aller faire des tours à l'hôpital. Et à travers ce livre, je me suis dit qu'il faut que je reprenne les habitudes, les anciennes habitudes. Et le livre me permet encore, le livre réveille encore mon esprit pour que je puisse encore sensibiliser les autres par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà. Nous, surtout les Quinois, nous voulons consommer des produits chimiques, sans les savoir que ça nous tue à petit feu. Si vous donnez même aux jeunes aujourd'hui, même les Tangaouis là locaux, ils ne veulent pas. Mais si vous donnez les fiestas, donc ils prennent ça donc avec beaucoup d'appétit. Sans oublier que les fiestas là, ça contient vraiment des produits chimiques et des colorants qui nous tuent à petit feu. Donc c'est vraiment des mangages vraiment à exploiter ces livres des premiers chapitres jusqu'au dernier chapitre. Parce que c'est vraiment intéressant pour vous. Ok, merci. L'essentiel, c'est dans l'emballage, la labellisation. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. C'est-à-dire, il faut que les consommateurs arrivent à identifier, soit par l'emballage, je ne sais pas,
soit par un indice, l'étiquetage, un indice que nous pouvons imaginer qu'on peut poser sur le produit pour dire que ce produit est vraiment bio. Il faut penser à un indice ou bien à un sigle là. Après avoir produit, après avoir emballé le produit, il faut qu'il y ait un indice. Et cet indice-là peut provenir de cette plateforme ici. C'est question de savoir tout produit qui est bio doit avoir un indice. Soit on écrit bio, soit on écrit quoi. C'est question d'imaginer. Conscientisation. Nous, on n'est pas vraiment obligé d'aller créer des points de vente. Nous allons élever la conscience des gens sur ce qui est bio et ce qui n'est pas bio. Et puis, Alternative crédible pour la sécurisation de notre santé. Mais, pas seulement une alternative, c'est d'ailleurs la seule pour le moment qui peut nous garantir. Dans la logique d'AFSA, la vision qu'on peut donner à cette méga plateforme, c'est d'abord, principalement, c'est le plaidoyer. Pourquoi le plaidoyer? Si l'État ne nous accompagne pas dans la valorisation de cette question, tout ce que nous allons faire, nous n'allons rien obtenir. nous sommes allés au festival et il y a même notre foyer Boudja qui est en train de naître. C'est-à-dire il y aura un cadre de concertation multi-acteurs que nous allons mettre ensemble pour faire le plaidoyer sur les lois qui garantissent la sécurité alimentaire. Donc ça montre qu'il y a une idée qui est née par une personne et ça fait des ramifications ici. Mais pour te compléter, par rapport à notre première festale, et c'est ce qui a anticipé même au niveau du ministère de l'Agriculture avec le projet SAN pour la mise en place de la politique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ok. Alors, quand vous avez suivi l'histoire, est-ce qu'il y a des différences? Quelles sont les différences entre ce qui est dit là-bas et ce que vous vivez, ce que nous vivons? Bon. Oui. La différence, c'est ce que moi j'ai entendu ici. D'abord, la grand-mère est partie avec les aliments purement locaux. Et la différence que nous vivons ici, quand il y a une rencontre comme ça, ce sont des shawarma, ce sont des hamburgers qui ne répondent pas à nos réalités. C'est ce que moi je comprends. Ok, moi je peux donner c'est que la différence. C'était des personnes malades, mais regardons comment nous suivons les malades quand ils sont à l'hôpital. Donc, ils m'ont sont marnés. Charcuterie, frites, dolé, charcuterie, ça va jus, anini, banini. Or là, les gens sont malades dans l'hôpital. Ils ont dit quels sont les aliments locaux qui peuvent servir aux autres savants, aux autres macasses. Voilà. Donc, le premier réflexe, c'est ça la différence entre ce que nous vivons. C'est est-ce que Bilo a beaucoup de est-ce qu'on peut leur donner des aliments pour guérir? Chez nous, cette question est Nasuka Penda, qui s'est simité. Est-ce que beaucoup de ça les a été? Est-ce que Bilo a beaucoup de ça makilamba? Mais or, quand on grandissait, soit moi la makile bano kita, soit ba pesi ngai. Ça va pécier cobaye bakati na mili voilà, donc je pense que c'est la différence qu'il y a entre cette histoire et notre réflexe. Notre réflexe, les aliments sains arrivent au lait de la maladie. À la pandémie du VIH-Sida. Ça, c'est l'histoire qu'on a donnée. Non, ça commence. Non, ça, c'était l'introduction par rapport à... Maintenant, l'histoire qui nous dit « Recette est née ». Après quelques discussions, nous avons convenu que la première chose était de produire un livre de recettes. C'est ce que nous avons déjà fait ici. Recettes traditionnelles. Rapidement, nous avons recherché les connaissances sur les aliments traditionnels auprès de différentes personnes au sein de la communauté. Le livre de recettes a été produit
et diffusée dans les communautés et même vendue à grande échelle. Tout le monde a aimé l'idée et a fait l'éloge des recettes. Nous avons commencé à faire des démonstrations culinaires et des drames éducatifs au sein de la communauté, formant un bon nombre de personnes. Cela a permis de diffuser les recettes et la pratique dans tout le pays. À notre grande surprise, l'initiative a commencé à être reconnue par le gouvernement local de notre district, puis par le Conseil de sécurité alimentaire et nutritionnelle et même par le ministre de l'Agriculture. Nous avons reçu des invitations à participer à des festivals alimentaires annuels et à des séminaires culturels. Nous étions la saveur du mois. Cette histoire ancienne de l'association des arts Swimirai au Zimbabwe, fondée par Hélène Agnès Ziou et Fugai de Karimazondo. Ces groupes célèbrent la culture à travers de délicieuses recettes traditionnelles, diffusant un message de santé et d'espoir à travers le théâtre et la bonne cuisine. Nous voulions aider les gens à restaurer leur propre savoir traditionnel sur l'alimentation et le mode de vie sain et à mettre fin à la stigmatisation de la maladie du VIH-Sida. Beaucoup de gens avaient l'impression que manger sainement signifiait aller dans un hôtel ou un restaurant de luxe pour manger certains de ces repas chers, réalisant à peine qu'ils pouvaient obtenir une meilleure nutrition encore à partir des aliments traditionnels locaux. Le foyer Boudja a fait un festin avec du ragoût de chèvre, du gombo, du gnopi, les gnopis des champignons forestiers, des chenilles frites, des beignets, des niébés et du mabumbe. Pourquoi pensez-vous que je suis de si bonne humeur aujourd'hui? C'est la question qu'on a posée. Tout le monde a ri, non seulement à la bonne humeur de l'aîné, mais aussi à l'anticipation joyeuse de ce pourquoi nous étions réunis. Il s'agissait de la première réunion du comité clé créé au niveau du village dans le district de Mutoko. Dans la région de Mashonaland Est au Zimbabwe, trois quartiers municipaux du district. Nous avions alors décidé d'établir un centre dans leur quartier et avons construit un très bon foyer Boudja, un type autochtone de cuisine où nous inviterons des femmes des communautés voisines pour le former à la préparation des repas traditionnels et à comprendre et à apprécier la nourriture indigène. L'idée est que tous les ménages voyaient comment leur propre foyer Boudja traditionnel peut produire une alimentation saine pour leur famille. Voilà. Donc ça c'est... Tel qu'on l'a décrit, ça nous ramène à amener les exploitants à conserver l'environnement et surtout les gens qui sont sur le terrain pour protéger au moins des plantes qu'on a beaucoup fauchées dans la forêt. En coupant la forêt, on perd les fumbois, les maïebos et consorts. Alors, les chenilles, les chenilles même. Bon.
et surtout que moi, je suis beaucoup plus aussi dans l'apiculture. Je vois comment la production du miel devient de plus en plus rare et ça devient plus cher au profit des beurres et autres produits qu'on a transformés, alors que le miel, c'est un produit naturel qu'on peut récolter facilement dans la forêt comme ça et puis nourrir la population. Alors, c'est pour protéger aussi tout ce qui est comme ce que nous appelons les produits forestiers non lignés là. C'est ce qui contribue à l'alimentation locale. Et si nous arrivons à les sensibiliser, à les protéger, c'est pour revenir à ce que vous venez de dire là, que ça devient cher, mais à la fin, vous allez voir que la population locale qui a commencé à avoir l'habitude d'importer des produits qui viennent de la ville, ils vont se rabaisser sur la production locale et ça prendra la valeur. Très bien. C'est le système. Parce qu'à un moment donné, tout le monde regardait l'Occident. Et l'Occident aujourd'hui nous a apporté plusieurs maladies. Et ces maladies, pour arriver à remédier à ces maladies, il faut rentrer à la source. C'est là on parle de manger sain. Aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'argent, il te dit, moi je commence à prendre le whisky. Il a oublié même sa petite bière de Chibuku qu'il prenait avec ses ancêtres. Il commence à chercher autre chose. Mais maintenant, avec ces livres ici, ça nous ramène pour nous dire que nous devons faire attention à tout ce qu'on prenait là. Et ce n'est pas seulement la sensibilisation dans les organisations de producteurs, mais nous regardons maintenant la population en général pour sauver cette population. Intéressant. Et dans la pratique, sur le terrain, on peut aussi l'utiliser. On doit l'utiliser, pas on peut. Voilà. Parce que nous avons des projets que nous exécutons sur l'agroécologie, mais nous nous focalisons plus sur le pratique culturel, c'est-à-dire comment s'aimer, comment couper la forêt, mais on ne tient pas compte de ce que les gens mangent. Ça, on n'en a fait pas vraiment allusion. On se limite seulement sur les techniques de production. Mais avec ça, je crois que ce sont des connaissances supplémentaires que nous pouvons ajouter dans notre savoir-faire et savoir-être. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment une journée riche en couleurs. Nous parlons très souvent de l'agroécologique. Mais cette agroécologique, nous n'arrivons pas à faire vraiment la grande différence de l'agroécologique. On pense toujours que faire l'agroécologique, c'est ceux qui pratiquent les cultures avec les utilisations des arbres, planter les arbres. Et ils oublient aussi que l'agroécologique intervient dans plusieurs choses. Par exemple, aujourd'hui, avec ce que nous venons de voir, l'agroécologique est aussi alimentaire, culinaire, pour rentrer aussi dans les anciens systèmes que nos ancêtres consommaient pour éviter beaucoup de maladies. Et c'est là où nous avons vraiment compris que l'agroécologique est vraiment très riche avec la diversité de beaucoup d'activités. Un grand merci d'abord aux organisateurs d'avoir pensé à lancer les débats sur l'agroécologie. Pour le moment, partout dans le monde entier, on est tenté de faire un effort considérable pour qu'il y ait une conscience collective en ce qui concerne l'agroécologie. En fait, l'agroécologie, c'est-à-dire on doit tenir compte de l'environnement dans la chaîne de la production. Comme on dit, de la fourchette, tout ça. Mais ce qui est important, c'est de tenir compte de l'environnement en ce qui concerne la production des aliments. L'agroécologique, ce qu'il a ajouté dans ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il y a une sensibilisation que nous allons faire au niveau de nos producteurs. Même en cultivant, on doit aussi appliquer l'agroécologie. Par exemple, au lieu d'utiliser les pesticides non homologués, nous pouvons recourir à les pesticides biologiques. Au lieu de consommer seulement la nourriture exportée de l'Occident, aujourd'hui nous pouvons leur dire que non, tout ce que nous pouvons trouver des protéines, ça se trouve même dans ce que nous consommons localement, dans tout ce que nous pouvons trouver même au niveau de nos forêts. La valeur ajoutée
de l'agroécologie dans mon domaine d'activité et que nous devons élargir la façon de le faire. Parce qu'à des fois, on s'est limité sur des thématiques juste sur la production, souvent là. Mais avec ce que nous avons appris aujourd'hui, nous devons aller au-delà jusqu'à la production, jusqu'à la consommation. Parce que vraiment, nous produisons bio et puis nous consommons ce qui est bio. Quel message pouvez-vous maintenant envoyer à ceux-là qui ne connaissent même pas qu'est-ce que l'agroécologie? Pour ceux qui ne connaissent pas l'agroécologie, je vous dis, l'agroécologie, en un mot, juste un retour à l'authenticité. Vous voyez, c'est que nos mamans et nos arrière-parents mangeaient et donc ça les privilégiait de ne pas avoir beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nous souffrons de beaucoup de maladies. On voit voir même des enfants de 7 ans, 8 ans souffrent de la diabète. Tout ça, ça vient à cause de ce que nous consommons. Si nous retournons à l'authenticité, nous utilisons l'agroécologie, on ne va pas arriver à de tels endroits. La valeur ajoutée, c'est qu'on doit tenir compte de l'environnement, c'est-à-dire on doit tenir compte de la biodiversité, c'est-à-dire lorsqu'on produit les aliments, où on fabrique les aliments, on doit tenir compte de la biodiversité et on doit tenir compte de la gestion durable de l'environnement. Donc il y a la biodiversité, il y a la gestion durable de l'environnement. Et on doit aussi tenir plus du consommateur parce que la santé n'a pas de prix. Et au sortir de cet atelier, quelles sont les impressions que maintenant vous avez eues ou les résolutions que vous avez eues à faire? Parmi les résolutions, il y a d'abord la création d'un réseau qui va s'occuper spécialement de l'agroécologie. Donc, il y a d'abord un réseau, il y a aussi l'identification des acteurs dans les domaines d'agroécologie. Le dernier message que je peux envoyer, surtout à nos producteurs, c'est d'utiliser ce qui est biologique. Les engrais, là, nous amènent beaucoup de maladies. L'agroécologique, c'est fait aussi avec les inputs locaux. Et que je demande maintenant à tous ces producteurs d'en utiliser les produits inputs locaux pour arriver à faire la bonne écologie. Quelles sont les résolutions que vous avez eues à prendre à la fin de cette activité? À la fin de cette activité, c'est de faire la vulgarisation auprès de nos producteurs, auprès de nos écoles, auprès de nos églises, pour que nous puissions manger bio, africain et congolais. Le message que nous pouvons lancer à cette occasion est qu'il y ait une prise de conscience à ce qui concerne l'utilisation abusive des engrais chimiques. Les engrais chimiques sont à la base des maladies et ils sont aussi à la base de la disparition de la biodiversité. Voilà le message que nous lançons et un message de prise de conscience afin que notre environnement ne soit pas abîmé, que notre environnement soit toujours durable, même pour les générations futures. Pour montrer aux enfants l'utilité de ceci, on a créé un espace. Donc, venez vous inscrire. Les stands est à 50 $. Vous avez la liberté des enfants de Dieu. On vous donne les stands, on vous donne les chaises, on vous donne la table. Amenez vos produits, vendez comme vous voulez, faites-vous l'argent. Mais que ce soit les produits traditionnels et locaux, et aussi des produits qui viennent de l'agroécologie. Nous avons décidé hier, lors de notre réunion, que quand un exposant choisit une spéculation, on fera en sorte que cette spéculation soit atteinte pour éviter la monotonie. Donc, on va faire un effort pour que son Boutakoti, il fait le tour, stand après stand dans un camp. Ah, oyo, donc, c'est comme ça que nous avons réfléchi. Si vous faites ça, vous allez éviter maintenant les personnes de venir. Non, on va réfléchir avec vous, avec les producteurs agricoles, peut-être par spécificité cause de gros fonds pour la producteur agricole. Mais pour ceux qui vont préparer à manger, nous voulons quand même qu'il y ait la diversité. Voilà. C'est d'arriver à travailler